Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la tour de commandement, l'endroit où on adore parler du commandeur. Ici Thibaut et aujourd'hui je suis avec Phoenix. Coucou Phoenix. Ouais, toutes et tous. Félix aussi, mais d'accord, mais c'est pas moi ça. Félix. Mais non. Ah là là. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour encore une autre étape de notre invasion des machines. La fameuse analyse qui va durer une plombe. Et on va attaquer un nouveau deck, aujourd'hui le deck main forte, donc un deck Naya basé autour des marqueurs +1/+1, mais pas que, mais surtout les marqueurs quand même. Bah, beaucoup les marqueurs quand même. Ouais, beaucoup. Mais avant toute chose, on va passer par la phase de pub. Et voici venir la phase de pub durant laquelle nous allons vous rappeler d'aller nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter et sur Instagram, pour avoir toutes les news, toutes les infos de la tour de commandement, savoir quand est-ce que les vidéos sortent, mais également savoir quand est-ce que nous réalisons les différents lives sur Twitch. Et si jamais vous ne pouvez pas assister au live, vous avez les archives de la tour de commandement pour voir les replays de ces lives Twitch. Nous en profitons également pour remercier les tipeurs de la tour de commandement. Sans eux, rien ne serait possible, car ils nous soutiennent financièrement chaque mois ou ponctuellement et nous permettent de continuer à investir dans les différents projets de la tour. Donc un grand merci à eux, et si jamais vous souhaitez les rejoindre, c'est dans la description de la vidéo. On va donc s'attaquer à un sacré deck, le deck main forte, basé sur les marqueurs +1/+1, mais également une autre mécanique qu'on va aborder très rapidement d'ailleurs dans la liste des cartes. Pour rappel, on va passer par différentes étapes. On va d'abord analyser évidemment les nouveaux commandants proposés dans le deck, puis les commandants réédités dans le deck, les nouvelles cartes, les cartes rééditées qui sont sympathiques, et après on abordera la spécificité de cette édition, c'est-à-dire les plans. Donc du coup tout ce qui est en rapport avec le Plane Chase, et on en parlera plus en détail pour ceux qui ne connaissent pas ce mode de jeu, juste avant d'aborder les plans. Voilà. Et après on fera un petit bilan. Un petit gros bilan peut-être, on sait pas. On verra. Un bon bilan, voilà. Mais du coup, on est parti. Tu es prêt? Eh ben partons. Let's go. Le commandant principal du deck, et celui qui va du coup nous présenter une nouvelle mécanique, c'est Brille-Paume, éveilleuse de l'âme, une créature légendaire renard et chaman, qui est une 4/3 pour 4, dont un rouge, un vert et un blanc. Elle a la capacité main forte, qui est toute nouvelle. Main forte 1, exactement. Quand cette créature arrive sur le champ de bataille, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée. Si c'est une autre créature, elle acquiert la capacité suivante jusqu'à la fin du tour. A chaque fois que cette créature attaque, doublez le nombre de marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée. Cette créature ne peut pas être bloquée par des créatures de force inférieure ou égale à 2 ce tour-ci. Eh ben, c'est un général qui déjà... Dans la thématique +1/+1, bon, on l'aura compris, il met un marqueur +1/+1 sur une créature. Il double les marqueurs sur une créature quand il attaquera ou quand la créature qui aura été main fortée. Qui aura pris la main. Voilà. Ou qui sera pris une main, mais je sais pas comment. Voilà. Mais du coup, qui aura aussi du coup moyen de booster une autre créature. Donc du coup, clairement, on est dans la mécanique marqueur +1/+1. Pour moi, petit bémol sur un général qui, du coup, pour déclencher sa capacité, aura envie d'attaquer. Et on est sur une 4/3, malheureusement, 3 d'endurance. Mais bon, on est dans un deck avec du marqueur +1/+1, donc ça ne sera pas un problème particulier pour ce général, puisque les marqueurs +1/+1 vont pouvoir couler dessus comme l'eau dans la rivière. Oui, c'est vrai que là, à mon avis, Brille-Paume va pas rester 4/3 très longtemps. Mais cette capacité de main forte, moi je l'apprécie beaucoup, parce que, alors, là, dans cette situation-là, il n'y a qu'une seule capacité qui est donnée, mais si jamais il y a d'autres capacités en plus, elles sont toutes données à la créature qui va gagner le marqueur. Ouais, donc c'est assez intéressant là-dessus. Oui, mais le main forte est bien. Voilà, le main forte est une capacité assez intéressante qui est du coup dans l'édition et que vous pourrez retrouver dans l'invasion des machines. On en parlera plus en détail, mais c'est vrai qu'ici... c'est pas uniquement autour du marqueur, c'est autour de cette capacité aussi, mais ça fonctionne bien avec les marqueurs de manière générale. Il y a un double emploi, une bonne synergie entre les deux, qui est assez cool. Mais ouais, après ce qui est surtout très sympa, c'est le fait que Brille-Paume arrive, et en fait une autre créature va pouvoir attaquer pour déclencher la capacité, et du coup doubler le nombre de marqueurs. C'est ça, c'est une sorte de fausse célérité, on va dire. Un petit peu, ouais. Et ensuite, du coup, comme commandant secondaire du deck, on a Shalai et
Alar, donc créature légendaire aussi, Angers Elfe, du coup. Alors, avec le vol et la vigilance, et à chaque fois qu'au moins un marqueur +1/+1 est mis sur une créature qu'on contrôle, Shalai et Alar infligent autant de blessures à un adversaire ciblé. Elle coûte comme Bripom un vert, un rouge, un blanc et un incolore, et elle est 3/3 du coup. Et ma foi, c'est très fort. C'est complètement stupide. Quand on a préparé le script, on était là, waouh. Le commandant secondaire fait presque plus envie que Bripom, alors que Bripom est pas mal, mais là, Shalai et Alar... Alors, après, il y a des contraintes, il y a le côté, ouais, en effet, faut qu'on mette quand même pas mal de marqueurs pour réussir à tuer juste en mettant des marqueurs, mais bon, il paraît qu'on a trouvé une combo, et on va vous faire poireauter encore un petit peu avant d'en parler. Mais là-dessus, en fait, on a un commandant qui est quand même ultra agressif de base. Je veux dire, déjà, il est vol vigilance, t'es là, super. Les stats, elles sont bonnes et tout, t'es content. Et par contre, derrière, le seul léger problème, c'est le fait que tu mets des blessures à un adversaire ciblé, tu peux pas cibler les créatures, pas les planeswalkers, pas les batailles non plus. Voilà, oui, les batailles, on en parlera plus tard, les gens. Oui, on en parlera plus tard. Et du coup, t'es uniquement contraint à un adversaire en particulier. Mais en même temps, c'est un peu justifié, quoi. Parce que c'est vrai que si tu commences à avoir une croisade Cathare, par exemple, de ton deck, et que tu joues avec plein de créatures, les adversaires, ils meurent très vite, quoi. C'est quand même fort. Il faut se dire que les créatures qui ont des marqueurs +1/+1, en plus, elles vont attaquer aussi. Donc c'est double peine pour l'adversaire, quand même. C'est ça. Tu places ton setup de marqueurs, tu mets des dégâts, et ensuite tes créatures avec les marqueurs attaquent, et du coup, tu le bourres, quoi. T'es là, ok, d'accord, tout va bien. On parle de la combo. Allez, soyons. Ouais, on va parler de The Red Terror, qui vient de Warhammer 40k, et qui est une combo en 2 cartes avec Shalai et Alar. C'est pas une blague. Hein. Voilà, puisque The Red Terror dit simplement que quand une créature inflige des blessures à un adversaire, eh bien, derrière, elle met autant de marqueurs sur elle. Et du coup, ce qui fait que, en fait, vous mettez des blessures, par exemple, avec Shalai et Alar en attaquant, Red Terror va gagner des marqueurs, et derrière, Shalai et Alar va mettre des blessures, ce qui va mettre des marqueurs sur The Red Terror, ce qui va mettre des blessures, ce qui va mettre des marqueurs, ce qui va mettre des blessures, ce qui va mettre des marqueurs. Et vous avez tué la table. Oups. Oupsie. Donc, voilà, je sais que dans cette émission, on ne parle pas normalement d'amélioration de deck, ce sont les 20 in, 20 out qui les abordent, mais là, on pouvait pas vraiment passer à côté, parce que sinon, vous auriez dit, mais vous avez peut-être pas oublié un petit truc, là ? Ouais. En effet, on est au courant, voilà. Mais, et en plus, ce qui est assez stupide, je trouve, c'est que si jamais vous jouez Shalai et Alar en commandant, vous avez accès au rouge, au vert et au blanc, et mine de rien, vert-blanc, en termes de tutor, notamment à créature, il y a de quoi faire. Vraiment. Le vert, évidemment, en priorité, mais il y a également des tutos vert-blanc qui sont très efficaces. Donc du coup, ça devient très facile d'aller chercher cette Red Terror, quoi. Ouais, c'est vraiment... Waouh. Wizard, qu'avez-vous fait ? Bon, on va passer au commandant réédité. Allez, la suite. Ça me paraît pas mal. Ah là là, la vache. Ouais, je vais devoir parler de ça, en effet. On a quelques commandants qui vont jouer autour des marqueurs, mais ils ont peut-être pas forcément tous le même impact, hein. Et justement, le premier, voilà, c'est à la rue, la ritualiste solennelle, donc du coup qui vient de Commander Legends 1, et on va pas vous rappeler tout ce qu'elle fait, etc., hein, comme d'habitude, mais si jamais vous voulez lire, faites une pause, voilà, tout simplement. Je vous avoue que j'ai jamais aimé ce commandant. J'ai jamais trouvé vraiment impactant, t'as l'impression que tout a été mis pour que ça soit pas une bonne carte, en fait. Il y a des restrictions partout. Ça, des créatures non-jetons qui meurent, avec des marqueurs, ok. Tu fais des jetons derrière esprit qui sont plutôt pas mal, mais le problème c'est qu'à la rue coûte 5. Ah bon, ok. Oui, non, il y a pas grand-chose qui va, on va dire. Non, ouais, non, dans ce deck, je peux comprendre la logique dans le deck, mais t'es là, ça vaut pas le coup, quoi, vraiment. Ensuite, du coup, on a en réédition un peu plus sympathique quand même, on a Mikaeus le Lunar, qui du coup sera un peu plus efficace dans le deck que à la rue, malheureusement pour elle. Ouais.
Mais voilà. Ça roule tout seul. Hein. Ça fallait compenser, quoi. Du coup, il y avait un général Unco et ils ont mis un général mythique à côté. Enfin, un général, une créature légendaire mythique. Pour compenser la force, on va dire. Bah, c'est vrai que là, en même temps... en fait, j'allais dire, ouais, c'est normal on s'attendait à ce qu'ils mettent Mikaeus, mais mine de rien, il a pas été tant réédité que ça, hein, donc... Non, bah, et dans les decks, voilà. Pas beaucoup de jeux qui l'exploitaient. Là, c'est vrai que s'il avait pas été dedans, ça aurait vraiment été dommage, on va dire. Mmh. Le suivant aussi, ça aurait été dommage de pas l'exploiter. Par contre, ils ont changé l'illustration, et... on est unanime dans l'équipe, hein, il est devenu moche. Voilà. C'est Krenko, le baron de la rue de l'étain, qui joue lui aussi avec les marqueurs, mais sur lui en fait. Et il va surtout permettre de swarm le board, c'est assez intéressant là-dessus. Mais par contre, cette illustration, c'est devenu random gobelin. Désolé. Désolé à Vico Menezes, oui, voilà. Qui, du coup, malheureusement, je suis pas convaincu par son travail. Par exemple, il a une bonne tête de 1-2, quoi. Voilà, c'est ça. Ensuite, là, peut-être la meilleure réédition dans les légendaires. Rishkar, Renégat de Pema. Parce que bon, faut dire ce qui est, il est connu dans les jeux token, jeux marqueurs +1, pardon. C'est quand même une grosse carte, et là, clairement, comme Mikaeus, c'était le deck dans lequel il fallait le mettre, quoi. J'avoue qu'encore une fois, c'est un commandant que tu te dis, bah oui, en effet, c'est super de le mettre ici. Si il n'avait pas été présent, on l'aurait probablement proposé dans les 20 in, 20 out, hein, ça c'est évident. Ah oui, ça aurait été dommage de passer à côté comme Mikaeus, quoi. C'est la bonne carte, pas comme du coup la suivante. C'est un peu plus discutable, c'est Slurk Lavaltou, qui lui aussi vient de Commander Legends 1. Personnellement, un commandant qui m'a jamais trop inspiré, moi de mon côté, je sais pas pour toi, mais... Ouais, il m'a inspiré, puis après j'ai vu son coup, quoi, c'est le problème, quoi. C'est le gros problème, ouais. Mais après, je trouve que dans le deck, en support, comme ça, en se disant, oui, t'as des créatures qui vont mourir, tout ça, en plus, t'as ce côté où toutes les créatures dans le deck essayent d'avoir des marqueurs sur elles, c'est relativement efficace, hein, là-dessus, on va pas se mentir. Un Slurk, il est plutôt cohérent, quoi, en disant, t'as une créature qui meurt, ok, toutes les créatures avec les marqueurs vont gagner des marqueurs en plus, quoi. Ça fonctionne pas mal. Non, c'est ça, le texte est très intéressant dans le deck, mais malheureusement, en drop 6, c'est pas assez impactant par rapport à ce qui se fait en vert, surtout. Et ensuite, du coup, la dernière légendaire rééditée, c'est Hamza Vigile d'Arachin, du coup, qui lui, pour le coup, a l'air un peu plus dans les coups. C'est pas vraiment un drop 6, lui, en même temps. C'est ça, voilà. C'est pas un drop 6 et qui a un effet sur ton board immédiat en plus. Donc, sur ton board, sur ta main. Oui, c'est ça, en fait. Il est très intéressant, celui-là. Moi, je l'aime beaucoup. Il est simple et il est efficace, en fait. La valée de sortie, ça avait été un petit peu le Animar du pauvre. C'est un peu exagéré, mais disons un pseudo-Animar, et effectivement, ça fait des bêtises. Bon, parlons maintenant des nouvelles cartes du deck. Et on va commencer avec la seule carte blanche, toute nouvelle. C'est le Seigneur Squameux Gardien, une créature dragon 3-4 pour 5, dont un blanc. Il a main forte 1, lui aussi. Il a le vol, et à chaque fois que cette créature attaque, renvoyez sur le champ de bataille depuis votre cimetière une carte de permanent non-terrain ciblée, avec une valeur de mana inférieure ou égale à X, X étant la force de cette créature. Et du coup, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, faut rappeler que main forte, ça donne toutes les capacités qui suivent main forte. Donc du coup, la créature à qui on va prêter main forte aura du coup le vol plus la capacité pour un tour, en tout cas. Et ensuite, l'effet, la carte est chère, mais bon, l'effet est quand même fort. faut quand même pas dire. Parlant non terrain. Heureusement, ils ont précisé, sinon on aurait quand même pu ramener tout et n'importe quoi. Allez hop, du fetch à chaque tour. C'est ça. Mais quand même pouvoir ramener, vu que c'est un drop 5, on va dire que la créature sur laquelle ça va arriver, elle va quand même avoir au moins 3-4 de force minimum, avec la main forte qui va mettre son marqueur. Donc du coup, ça veut dire réanimer un permanent qui coûte 4 ou moins. Puis tous les tours suivants, c'est quand même pas mal. Ouais. Surtout qu'en plus, c'est ça qui est assez dingue, c'est ce côté où là on se base sur la force, et vu qu'on est dans un deck marqueur et qu'il n'y a pas que la main forte,
Le seigneur squameux ne sera pas forcément à 3 de force au moment où il va attaquer. Il va peut-être être à 4 parce qu'il aura gagné un marqueur, rien qu'en arrivant sur le champ de bataille par exemple. C'est ça. Mais tu te dis, bah à 4 quand même, tu ramènes beaucoup de permanents qui sont intéressants en vrai. Ah oui, non, c'est... Voilà. Et puis c'est ceux que tu auras perdu puisque c'est un drop 5, donc en plus c'est dans la tempo très très bien. Et puis du coup ensuite on va attaquer les cartes rouges, et du coup la première ce sera le champion de la salueuse de mort, donc une créature 2-1 pour 3 dont un rouge, humain et guerrier, avec la précipitation pour 3 mana incolore et un rouge, la main forte 1 à nouveau, et la double initiative. Waouh. Aïe 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 aïe. Là je déchante très vite hein, cette carte. On rappelle la précipitation, en fait c'est un coût alternatif que vous pouvez payer depuis la main, et en fait la carte va acquérir la célérité, elle revient dans la main de son propriétaire au début de la prochaine étape de fin. Donc le but c'est généralement, ah bah tiens vas-y je peux faire une capacité au moment de l'attaque, et du coup je la fais, et puis je pourrais la refaire au tour prochain en mode ninja, tu peux pas me gérer en rituel quoi. Donc bon, c'est assez particulier, et là, en fait, bah, je la trouve pas terrible. Enfin, c'est assez étrange quand même, cette carte. Hein. Parce que tu te dis, double initiative, ça va vraiment dépendre de ce que t'as sur le champ de bataille. Hein. Parce que ça peut vraiment être impactant. C'est un peu... En fait, ça aurait pu être impactant, mais du coup, la précipitation sur une 2-1... enfin pour 4 mana surtout, c'est un peu dur, parce que c'est que elle, si on veut, elle va pas forcément attaquer parce que elle va peut-être mourir sur un bloqueur, donc du coup on va juste donner main forte à une autre créature, et du coup autant pas la précipiter, et 3 mana pour une double initiative et un marqueur +1/+1, est-ce qu'il n'y a pas mieux? Voilà, il y a un potentiel, mais on va dire qu'il y aura facilement mieux à trouver, je pense, et moins contraignant en jeu. Bah en fait, ce qu'on disait, c'est que en termes d'efficacité, à part si on commence à faire précipitation en effet à chaque tour sans attaquer, ce qui fait quand même beaucoup de mana dépensé, mais il y a aussi le marqueur quand même. T'as le marqueur et la double initiative que tu donnes, donc du coup, le calcul il est bizarre, mais en fait, personnellement, pour être un peu plus direct, bah moi j'aurais une rage de bataille témurienne quoi. T'es là, double initiative automatiquement, et le piétinement en plus, si possible, et en éphémère. C'est ça. T'as l'effet de surprise. Les adversaires, ils s'y attendent pas, quoi, là, c'est... Et ça coûte que 2 mana. Je le dis, ouais, non, mais... Voilà, t'as bien résumé, j'ai rien à dire. C'est vraiment, vraiment bizarre. La carte suivante, c'est encore une autre main forte, parce qu'ils ont vraiment mis le paquet. C'est la maîtresse du style du miroir, une créature humain et guerrier 3-3 pour 6, dont 2 rouges. Elle a main forte 1, et la capacité qu'elle a, à chaque fois que cette créature attaque, pour chaque créature modifiée attaquante que vous contrôlez, créez un jeton engagé et attaquant qui est une copie de cette créature, exilez ces jetons à la fin du combat. Et ben voilà, comme ça on va pouvoir rechanter maintenant, parce que c'est une carte malgré son coût qui est un petit peu cher, très très fort, parce que dans le deck, on imagine bien que des créatures modifiées, ça va pas être difficile à en avoir. Donc en gros, une créature qui va dire quand j'attaque, je vais faire un doublon de toutes mes créatures quasiment. Donc c'est, en tout cas attaquante. Donc c'est quand même très très violent, sachant que la créature au pire du pire, la créature qui aura pris la main forte ayant le même marqueur, elle va déjà se doubler elle-même. Ce qui fait que même avec un board quasiment vide, on aura quand même une créature qui va se doubler, c'est pas perdu non plus. Donc très très violent, typiquement un game ender si le board est présent quoi. Ouais, du coup ça fait que son coup de mana n'est pas prohibitif en fait. Tu te dis 6 mana, oui en fait c'est exactement ce que tu veux généralement pour essayer de conclure une game, surtout avec ce genre d'effet quoi. C'est ça. Mais alors il y a juste un truc qui m'a un peu titillé personnellement, c'est que vous l'avez probablement vu, mais les capacités qui sont données par main forte en général, il y a quelques exceptions, c'est souvent des capacités qui se déclenchent à l'attaque. Et le problème c'est qu'ici, maîtresse du style miroir, si jamais elle permet de copier des créatures modifiées qui ont la main forte elles-mêmes, en fait la main forte n'apportera pas de capacité, ou du moins elles arriveront trop tard sur les autres créatures. À la limite, il y aura juste le marqueur en plus, quoi. Donc voilà, créé par les jetons. Donc c'est le seul truc, mais en même temps, tu peux pas
tout avoir. Et là, la capacité ne pouvait pas réellement fonctionner en disant oui, en fait, c'est super fort parce que ça fait main forte sur les autres et voilà, et tu pars, on a des trucs. Non, voilà, là, c'est non. Fallait pas exagérer non plus. Du coup, la carte suivante, c'est la voix de la pyromancienne, un rituel pour 5 dont un rouge, qui nous fait défausser de notre main. On va rajouter un mana rouge pour chaque carte défaussée, et ensuite on repiochera autant plus 1. Et nouveau mot-clé entre parenthèses, on va dire, nouvelle mécanique, la volonté des Planeswalkers, qui fait que quand elle va être jouée, du coup en plus de l'effet que je viens de dire, en commençant par nous-mêmes, chaque joueur va voter pour transplanement ou chaos, et si transplanement gagne le plus de votes, on va transplaner, et si c'est chaos qui gagne le plus de votes, ou qu'il y a une égalité au niveau des votes, ce sera le chaos qui s'ensuit. Et ça, je vais te laisser un peu expliquer ça vite fait. Ouais, ça c'est lié directement au Planechase. Voilà, c'est la suite du cycle qu'on a déjà entamé, dont on parlait déjà dans les précédentes vidéos. Ici, du coup, c'est la carte rouge du cycle de la volonté des Planeswalkers. Et il faut avouer que ce système-là, encore une fois, voilà, on va l'analyser assez vite, hein, mais volonté des Planeswalkers, pour rappel, du coup, va nous permettre soit de transplaner donc du coup sur le plan suivant dans notre deck de plans, que ce soit un deck commun ou un deck personnel, mais ça j'en parlerai plus tard, ou bien du coup de déclencher le chaos en fait du plan sur lequel on est actuellement. C'est un aspect politique et assez intéressant pour le Planechase, notamment ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'assez efficient et de pas dépendre uniquement du dé planaire, dont on parlera un petit peu plus tard. Donc ça voilà, c'est bien. Maintenant on va peut-être parler du reste de la carte, parce que elle est quand même légale si vous ne jouez pas en Planechase, c'est juste qu'elle fera rien avec la volonté des Planeswalkers. Mais du coup, est-ce que la carte est réellement pertinente hors Planechase ? Je pense que oui. Parce que mine de rien, on est sur un effet de wheel, de recyclage de main en fait personnel. Pour 5 mana, c'est plutôt correct, et en fait on récupère du mana surtout pour le nombre de cartes défaussées. Je trouve la carte assez forte en fait. C'est ça, en fait c'est une bonne carte. Idéalement, si on a au moins 5 cartes en main, en fait elle va coûter 0 pour se refaire une main. Ce qui fait que ça permet quand même de se remettre bien dans la partie si on commençait à avoir une main un peu chargée en terrain ou en cartes moins intéressantes. Et comme tu l'as dit, après, ce sont les effets de wheel en général. Alors certes, c'est limité à nous personnellement, mais voilà, pouvoir refaire sa main, c'est toujours bien, surtout dans les couleurs comme rouge, qui n'a pas accès forcément à beaucoup de pioches en général. Après, il y a un seul truc qui me dérange, c'est la présence de la voix de la pyromancienne dans ce deck précisément. C'est un deck tricolore, et le mana créé n'est que rouge en fait. C'est du pas... Coup, ouais. Elle est pensée pour ce deck, on va dire, quoi. Ouais, elle est pas pensée pour le deck, pour moi elle est vraiment pensée de manière générale pour être une bonne carte. Et c'est moins oppressif qu'une Jeska's Will par exemple, qui est parfois un peu coconne, on va pas se mentir. Bon, mais c'est une bonne carte. La dernière carte du rouge arrive, c'est l'instabilité incivique. Un enchantement qui coûte 5 dont 1 rouge. Les créatures non jetons que vous contrôlez ont l'émeute. Elles arrivent sur le champ de bataille soit avec la célérité, soit avec un marqueur +1/+1. Si une créature que vous contrôlez avec un marqueur +1/+1 sur elle devait infliger des blessures à un permanent ou à un joueur, eh bien, elle inflige le double de ses blessures à la place. Une énième version de ce que Rouge aime bien faire, à savoir doubler les dégâts. Sous condition, c'est un peu moins idiot que certaines cartes qui existent déjà. Mais en échange, on gagne le droit d'avoir l'émeute sur nos créatures non jetons, ce qui est pas non plus mauvais, hein, quand on voit à quel point... j'ai plus le nom de la carte, mais l'enchantement de Grul de Ravnica qui donnait l'émeute. Le rythme de la forêt. C'est ça, qui déjà était très joué en général. Et là, on va pouvoir avoir une deuxième carte qui donne l'émeute, avoir un petit effet bonus qui dans le deck, du coup, on va pas se cacher que, comme pour la maîtresse du cycle du miroir juste avant, ça va clore des parties. On joue des créatures avec des marqueurs +1/+1 qui vont être assez grosses en général. Faire dégâts x2, on dit pas non. Et petite mention à dire que c'est pas que les dégâts de combat. Du coup, rappel sur Shalai et Alar, voilà. Pour aller encore plus vite. Mais ouais, c'est...
J'aime beaucoup, moi, c'est vraiment très drôle, je trouve. Et finalement, c'est vrai que si tu compares un peu avec Rythme de la forêt ou les effets qui mettent des marqueurs directement sur les créatures quand elles arrivent en jeu, tu te dis, bah ok, il y a probablement 2 mana dans le coup de 5 qui peuvent être attribués à peu près à cet effet-là, et du coup, bah finalement, t'as un doubleur de blessure pour 3. Donc t'as ce cumul des deux fonctions qui est pas mal du tout. Pour 5 mana, c'est ridicule en fait en termes de valeur. Oui, clairement, c'est la carte la plus proche auquel je pourrais penser, ça serait c'était l'enchantement qui coûtait 3 rouges et 2 qui faisait que tous les dégâts que t'infligeais étaient doublés par tes créatures. Je me souviens plus du nom, mais et du coup ça coûtait 5 mana déjà. Du coup là pour 5 mana, on a que sur les créatures plus 1 plus 1 les créatures qui ont des marqueurs plus 1 plus 1, mais en échange on a l'émote qui est donnée. C'est un bon deal, je trouve. C'est cohérent. Mais là, on va attaquer le vert maintenant avec un éléphant soldat, le capitaine aux frappes de vent du conclave. Donc une 4-4 pour 6 dont un vert qui a main forte 1, main forte 1, main forte 1, piétinement. Et à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un joueur, mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. Et oui, j'ai bien répété main forte 1 3 fois. Ceci n'est pas un bug, ne vérifiez pas YouTube, ne venez pas me dire dans les commentaires que j'ai oublié de faire un cut. Non, la créature a bien 3 fois main forte 1. Ce qui est quand même intéressant parce que, déjà, il y a le piétinement quoi qui est donné avec, c'est génial. Du coup, si t'as des grosses bêtes, t'es là, ok, tu vas pouvoir bourrer comme un gros sac en leur donnant une capacité d'évasion et en plus en leur permettant de se booster. On parlait tout à l'heure de la maîtresse, du style du miroir, mais il faut avouer qu'ici le capitaine, c'est aussi pour moi un finisher, mais pas en une phase de combat, ça va être en 2 en fait. T'as la première où il attaque. Enfin, où il arrive en jeu, bam, main forte sur 3 créatures. Les créatures attaquent, elles se boostent. Et ensuite, derrière, la prochaine phase attaque, en fait, c'est le moment du kill, quoi. Si c'est pas déjà fait. C'est ça. C'est une créature. Pas mal du tout. Que le tour suivant, il faut faire quelque chose. Hein. Sinon, la table, ça va mal se passer. Ouais, voilà. Qu'il vous reste plus qu'à faire une protection de Teferi en rituel juste après votre phase d'attaque pour vous protéger. Une autre créature avec la main forte, décidément, j'ai l'impression que c'était une mécanique qu'ils voulaient mettre en avant. Ah bon? C'est la Guivre des bois émergente, une Guivre 4-4 pour 7, dont un vert. Elle a main forte 3, cette fois-ci elle ne met pas un marqueur, mais 3 marqueurs sur une créature. Et du coup elle acquiert la capacité suivante. À chaque fois que cette créature attaque, regardez les X cartes du dessus de votre bibliothèque, X étant sa force. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de permanent avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Alors, puisqu'on est dans les finishers depuis tout à l'heure, un de plus, ça fera pas de mal. Très bonne carte. Je suis pas un grand fan absolu parce qu'elle est un peu chère à mon goût, mais après, l'effet, il faut dire que dans un deck peut-être un peu plus travaillé qu'un préconstruit, ça peut sortir des bêtises, clairement, parce que vu que c'est basé sur la force, et comme on l'a dit avant, c'est un jeu avec des marqueurs plus 1, et votre créature 6-6, 7-7, ou je sais pas qui va attaquer, tout de suite, ça va faire beaucoup de cartes révélées, potentiellement une grosse carte révélée dans le tas, et potentiellement soit un finisher, soit n'importe, c'est quand même impermanent, on a quand même au pire du pire un terrain si vous trouvez rien d'impactant, donc c'est pas perdu non plus, donc plutôt... quand même une bonne carte quand même, on va pas se mentir non plus quoi. Ouais, j'avoue que derrière après on peut se poser la question, se dire ouais mais si le deck contient des cartes trop chères, c'est un peu le problème je pense de cette carte, c'est qu'on peut pas vraiment la jouer dans des decks avec des gros coups de mana, parce que si tu commences à jouer avec alors tes bêtes ont une grosse force d'accord, mais si les coups de mana sont assez élevés, tu risques de te retrouver avec un problème au niveau des cartes que tu vas regarder en fait. Non, faut trouver un bon entre-deux, voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est pour ça que dans ce deck, elle est parfaite, en fait, finalement, puisque les créatures vont gagner en force avec les marqueurs, alors qu'ils ont toujours des petits coups de mana. Et la majorité de deck a quand même un coup de mana relativement faible. On va pas se mentir. Dans le deck, tu auras toujours quelque chose à mettre, ça c'est sûr. Rien que là, la Guivre, elle est à 4 de force, tu te dis, bon, la majorité des cartes du deck sont à 4 et moins. Donc c'est pas un souci.
Et enfin, on va finir avec la carte exclusive à tous les decks de cette édition, l'élixir de Sani, qui coûte 4, c'est un artefact. Et si vous deviez lancer au moins un dé planaire, à la place, lancez ce nombre de dés planaires plus 1 et ignorez un de ces dés. Et il s'engage pour faire 2 mana incolores. Bon, je pense qu'on va faire le résumé habituel. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, bah voilà, vous découvrez ici. C'est un caillou, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein, on va pas se mentir. Pour 4 mana, faire 2 incolores, c'est quelque chose de standard, qu'on s'attend à voir. Derrière, la seule chose qui fait la différence, c'est en mode Planechase, il est très puissant. Puisque du coup, cette capacité de simili-pouce de Krark en disant voilà, tu lances 2 dés planaires et t'ignores un des résultats, bah, c'est quand même super intéressant. Surtout qu'il faut rappeler que le dé planaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dé à 6 faces sur lequel il y a une face pour transplaner sur un autre plan et une face pour déclencher le chaos du plan. Et les 4 autres, en fait, ne servent à rien. Donc il faut avouer que pouvoir en lancer 2, ça laisse des probabilités de tomber le plus facilement sur quelque chose. Soit une face transplanement, soit une face chaos planaire. On joue en Planechase, c'est une bonne carte. On joue pas en Planechase, bah il y a Archidédron qui est mieux. Voilà. Oui, voilà. Tout simplement. Tout simplement. On va maintenant passer aux rééditions. Et alors, j'aime bien parce que je me souviens de l'analyse du deck avec Emric, où on était en mode, on a dû chercher vraiment au fond du fond pour essayer de trouver des cartes dont on voulait parler. Ici, ça a été un peu l'inverse, on a fait, bon, il faut se calmer, il faut éviter de tout mettre. Donc voilà, les rééditions sont assez intéressantes de manière globale, hein, voilà. Mais on vous a sélectionné déjà, dans un premier temps, des cartes qui sont très bonnes pour les marqueurs +1/+1. Notamment la licorne de bon augure, le ranger de l'ordre du Génévrier, et le mentor du conclave. Bah, c'est du beau matos. C'est du très beau matos, même, du coup. Bon, c'est en Selenia, oui, évidemment, comme souvent quand ça concerne des marqueurs +1/+1. Mais des créatures qui rajoutent encore plus de marqueurs +1/+1, toujours plus. On n'a jamais assez de marqueurs +1/+1. C'est ça. Ça va tellement bien avec toute la mécanique du deck, et c'est... S'ils n'y avaient pas été, le deck aurait été quand même moins bon, hein, on va pas se mentir. Oui, c'était, ils auraient été dans le 20 août, quoi. Obligé. Obligatoire. Ensuite, du coup, pas du multicolore, on va avoir dans du monocolore, on va avoir en réédition Ensemble pour tous, le Fauconnier absent et le Mitoire de la fierté dans les cartes qui vont un peu, du coup, améliorer, on va dire, nos créatures qui ont des marqueurs, puisque du coup le mitoire et le fauconnier ça permet d'avoir de l'évasion, et l'ensemble pour toujours ça permet de sauver ces créatures, et mine de rien on aime bien les sauver, nos créatures. Bah ouais, c'est vrai que... Et en plus, le pire c'est qu'il y a d'autres créatures dans le deck qui donnent d'autres capacités. C'est juste que celles-là étaient les plus représentatives en fait. Les plus fortes, on peut le dire. Et les plus fortes, ouais, les plus fortes. Ouais. Mais c'est très intéressant en fait, hein. C'est ce qui fait la bonne synergie des decks marqueurs +1/+1 depuis déjà quelques années, hein. Cette capacité en fait à dire mon marqueur il booste, mais j'ai des synergies qui me permettent, des lords finalement, qui permettent de dire voilà, mes créatures avec des marqueurs gagnent en plus d'autres boosts en termes de capacité et de protection. Ce qui est génial, c'est exactement ce qu'on veut quoi. Ensuite, pour continuer à jouer avec les marqueurs et pour faire What 1000 mana, on a tout simplement 2 créatures que je pense que vous connaissez si vous avez déjà joué marqueur +1/+1, mais qui sont toutes les 2 rééditées ici, et ça, c'est fort, c'est vraiment très fort. C'est le Sage de la Spirale et la Druidesse d'incubation. 2 pour le prix d'un. 2 pour le prix d'un, et quelle créature en plus, enfin, c'est assez impressionnant quoi. Je m'attendais pas personnellement à les voir rééditer toutes les 2 dans le deck. Sage de la Spirale, maintenant que je la vois, ça semble logique. La druidesse, je pensais un peu moins parce que c'est vrai que sur le coup, on se dit la capacité elle coûte cher, mais c'est vrai que là, en fait, c'est évident. Il est juste elle a pris un marqueur +1/+1 avec une autre capacité du deck, et en fait, c'est bon, elle fait mes 3 mana. On n'en parle plus. Donc en fait, non, je m'y attendais pas, mais c'est évident maintenant que je la vois, quoi. Ouais. C'est ça qui est quand même assez drôle, c'est que t'as pas besoin de l'adapter pour qu'elle puisse faire plus de mana, quoi. C'est ce qui est d'ailleurs ce qui a fait qu'elle était jouée également dans d'autres decks. Dans les créatures un petit peu, et pas que d'ailleurs, on a la championne de l'Embolt, le juge des façonneurs d'armure et l'appel inspirateur. Et là du coup on va être un peu dans la thématique
J'aime les marqueurs. J'aime les marqueurs. Alors, ouais, bah alors ça, c'est le deck. On peut dire ça de toutes J'aime les marqueurs et j'en raffole, mais là... Mais on va dire exploitation de marqueurs plus à encore, quoi, du coup. Parce que, faut toujours dire que quand on a des marqueurs, c'est bien, mais quand on peut en faire quelque chose, c'est encore mieux. Et là, clairement... Ah, c'est la totale. Là, pour ceux qui connaissent pas la championne de Lambolt, il n'y a aucun deck qui est pas heureux d'avoir une championne de Lambolt dès qu'il commence à avoir un petit peu de créatures. Et là, c'est ça qui est drôle en fait, c'est que le deck contient beaucoup de créatures et en plus, derrière, il met beaucoup de marqueurs sur ces créatures. Donc, on se retrouve avec une championne de Lambolt qui peut juste être un kill encore une fois. Voilà, faut pas négliger cette créature-là, ça peut être un kill. Et de la pioche et de la protection pour les deux autres, quoi. C'est là, génial. Que demande le peuple? Des marqueurs plus 1, ouais. Encore plus. Toujours plus. Et enfin, on va finir avec 2 cartes un petit peu utilitaires en termes de réédition. Alors, il y en a une, c'était un peu la surprise, je me suis dit, oh, c'est pas terrible et tout. Mais finalement, on a réfléchi 2 secondes, on s'est dit, ah mais attends, il y a des conneries à faire avec notamment la main forte. C'est la conjuration d'ombre flamme, et la seconde, c'est le résonateur strionique. Et j'ai l'impression que les deux fonctionnent un peu de la même façon, elles sont présentes dans le deck pour ce côté, tu as la main forte, alors pourquoi pas t'amuser à faire 2 fois main forte avec la même créature, avec le même effet, ou bien du coup, copier la capacité pour remettre encore des marqueurs ailleurs. Et c'est là, c'est pas grand chose, mais ça fonctionne bien en fait. C'est ça, c'est un peu dans l'esprit, on va dire, du Blink, parce que typiquement la main forte, c'est vrai que faire revenir la créature pour mettre des marqueurs et donner des capacités, on a envie de le faire, là du coup, voilà, problème résolu, c'est pas du Blink, mais ça a la finalité est la même, donc effectivement des bonnes cartes, et puis en plus, autant conjuration, en dehors de la main forte, ça va être un peu plus limité, autant le résonateur, les usages sont nombreux et variés, on va dire. C'est ça, oui, comme à chaque fois. Parlons un petit peu de plan maintenant. Je vais vous refaire un petit rappel, j'aime bien parce que je le fais à chaque fois, du coup j'improvise à chaque fois mon texte pour expliquer le plan chase. Ctrl-C, le plan chase. Ah ouais, c'est ça, je devrais le faire, mais non, je fais ça en direct pour vous public. Les plans, le plan chase du coup. Le plan chase, c'est un mode de jeu supplémentaire qui se rajoute, c'est pas un format à part entière, c'est vraiment un mode de jeu qui peut se rajouter dans n'importe quel format. Évidemment, le mieux c'est quand même d'y jouer en multijoueur, et le Commander est un format qui s'adapte plutôt bien au plan chase. Le mode de jeu plan chase, en fait, il y a 2 façons d'y jouer. Il y a la façon officielle et la façon fun YOLO. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Pourquoi fun YOLO? Parce que c'est celle que j'apprécie. Voilà. Et c'est un peu plus marrant aussi. En fait, le plan chase va jouer sur un concept assez simple. Nous sommes des planeswalkers en tant que joueurs. Techniquement, c'est dans l'histoire du jeu, c'est ça. Et pourquoi est-ce qu'on change pas de plan? En fait, si. Voilà, le plan chase rajoute cette nuance-là, ce point-là, dans le combat qu'on est en train de mener entre planeswalkers. Chaque joueur est censé se présenter, donc dans la version traditionnelle du plan chase, avec un deck de 10 plans minimum, 10 plans EO phénomène qu'on abordera un petit peu plus tard quand on les croisera dans la liste. Mais en gros, ce sont ces grandes cartes là que vous voyez, donc voilà un bon exemple pour la première. Et du coup, vous êtes sur un lieu dans un plan, et vous avez différentes capacités de la part de ce plan qui vont affecter tout le monde à la table de manière symétrique. Vous avez une première capacité qui sera statique ou déclenchée, qui va être du coup dans la partie plus claire de votre plan, du coup qui affecte tout le monde en permanence, etc. Et ensuite vous avez le chaos planaire qui est en bas, qui est dans la partie plus sombre, et du coup qui est une capacité déclenchée au moment où vous réalisez un jet chaos planaire du coup sur votre dé planaire. Qu'est-ce que c'est le dé planaire? En fait c'est le truc qui permet de foutre encore plus le bazar, et surtout de se déplacer entre les plans. Comme j'ai dit tout à l'heure, le dé planaire c'est un dé 6 sur lequel il y a une face qui vous permet de transplaner, donc de passer au plan suivant, ou bien de déclencher le chaos planaire du plan sur lequel vous êtes actuellement. Et les 4 autres faces ne font absolument rien parce qu'elles sont vierges. Si jamais vous faites le transplanement, eh bien vous pouvez passer à la carte suivante de votre deck, le planaire, qui est évidemment mélangé de manière aléatoire. Et si jamais c'est le chaos planaire, du coup vous allez déclencher la capacité chaos planaire. Comment on lance le dé?
Eh ben, on lance le dé tout simplement en rituel pendant votre tour. Et vous avez en fait, durant chacun de vos tours, un lancer de dés gratuit. C'est-à-dire que vous pouvez le lancer comme ça, sans problème. Et ensuite, vous devrez payer 1 mana, puis 2 mana, puis 3 mana, durant le même tour, pour lancer le dé de manière consécutive. Donc c'est exponentiel, ça augmente de plus en plus. Évidemment, au tour suivant, vous pourrez relancer à nouveau votre dé gratuitement, et ensuite pour 1, 2, 3, 4 mana. Et uniquement pendant votre tour, sinon ça serait le bordel. Voilà. Et c'est aussi simple que ça. En fait, la façon de jouer classique, elle axe beaucoup le deck de plans autour de la stratégie du deck que vous avez construit ou que vous avez ramené. Et ici, c'est un peu le but avec ces préconstruits, puisqu'on a 10 plans qui sont normalement censés tourner autour de la stratégie du deck. Voilà. Et sinon, il y a la méthode YOLO, qui est un peu plus drôle, et surtout qui est un peu moins stratégique. C'est en gros, on réunit tous les plans. À la limite, vous faites une sélection de ceux qui sont pas très marrants, parce que bon, il y en a quand même quelques-uns qui sont assez oppressifs, on va pas se mentir. Et en fait, le deck de plans, il est pour tout le monde, et il y a tellement de plans différents que du coup, on sait pas où est-ce qu'on va arriver, et on sait pas ce qui va se passer, et ça évite d'avantager trop les gens de manière stratégique. Voilà. Ça, c'est la méthode YOLO, celle que je préfère. Bon, maintenant que j'ai fait mon monologue de 5 minutes sur le Planechase, et je le referai encore, vous inquiétez pas. Eh bien, on va parler des plans du deck. Donc il y a 5 plans qui ont été édités spécialement pour ce deck, ils sont tout neufs, tout nouveaux. Et il y en a 5 autres qui ont été réédités pour ce deck. Et bien le premier, c'est la Cité d'Or d'Orazca, sur le plan d'Ixalan, qui a l'ascension. Donc si vous contrôlez au moins 10 permanents, vous gagnez l'agrément de la cité pour le reste de la partie. Et à chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton trésor, puis piochez une carte si vous avez l'agrément de la cité. Et le chaos planaire dit, vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de permanent de votre main. Pété. Non, bon, pas pété parce que on est quand même dans du Planechase, mais Ah, c'est fort quand même. ça fait des bêtises. Bah déjà, ça fait des trésors. Sachant que c'est à un joueur, donc en multijoueur, si on attaque les 3 adversaires, ça fera 3 trésors. Ouais. Et potentiellement 3 pioches. Ouais. C'est quand même un plan clairement qui fait partie des bons plans. Je vais le dire, voilà. Ouais, je suis assez d'accord, vraiment, le plan là, il est un peu craqué. Et puis, le chaos planaire, allez hop, un permanent gratuit. C'est ça. Ah oui, d'accord, quand même. Bah, c'est ça, c'est quand même fort. Après, attention à ce que, comme toujours dans les jeux, dans les Planechase, c'est que les adversaires ne l'exploitent pas mieux que nous-mêmes. Mettre des permanents gratuits en jeu, ça veut dire qu'il y a des decks qui vont peut-être se faire encore plus plaisir que vous. C'est ça aussi. Du coup, c'est aussi ça le petit truc avec les plans, ouais, c'est ce côté symétrique pour tous. Donc ouais, ça peut être gênant. Par contre, dans le deck ici, est-ce que tu vois réellement la synergie avec, à part le côté aggro? Non. Bon, alors il n'y a pas de synergie particulière. Il est pas mauvais dans le deck, ça marche, ça aidera le deck à des jetons de la pioche, enfin des trésors de la pioche, et éventuellement des cartes gratuites. On dit pas non, mais bon, ça marchera. Après, dans n'importe quel deck, globalement, c'est une carte bonne dans tous les decks, quoi. Et donc, on a ensuite le Grand Aérin, qui est donc le plan de Tarkir, et quand on transplane vers le Grand Aérin ou au début de notre entretien, on peut renforcement 3. Donc du coup, on choisit une créature avec l'endurance la plus faible parmi celles qu'on contrôle, et elle prendra 3 marqueurs +1. Et son effet de chaos, c'est qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, donc on fera le symbole chaos sur le dé planaire, on peut choisir jusqu'à une créature ciblée qu'on contrôle, et jusqu'à une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Et chacune de ces créatures inflige un nombre de blessures égal à son endurance à l'autre. Une sorte de combat, mais avec l'endurance. C'est très étrange. Alors ce grand aérin, par contre, là, je vois complètement pourquoi est-ce qu'il est dans le deck. Oui. Renforcement 3, t'es là. Je me demande si ces marqueurs +1/+1 sont pertinents pour la stratégie du pack. Mais par contre, le côté combat à l'endurance, et là... D'accord, alors il me semble que c'est une première déjà, hein. J'ai pas souvenir d'une carte qui le fasse. Non, le fight comme ça, ouais, non, il me semble pas. Hein. Naturellement non, après il y avait des cartes qui disaient que les dégâts étaient infligés par... Oui. Mais voilà, mais c'était un mélange de cartes qu'il fallait faire, quoi. C'est ça.
Mais c'est vrai que derrière le côté fight d'endurance, par contre, c'est un peu plus référence à Tarkir et surtout là au Abzan. C'est quand même très drôle parce que les Abzan sont ceux justement qui jouaient avec le renforcement et les marqueurs +1/+1. Donc, et qui jouaient aussi sur le côté un peu endurance. Donc t'es là, ok, d'accord. Donc il y a vraiment tout un lore autour et un rapport entre la stratégie et le lore de Tarkir. T'es là, ok, d'accord, bon, pourquoi pas. C'est ça, tout est bon pour le deck dans la carte. Y a pas de... C'est parfait. Une nouvelle carte de plan, c'est la jungle de Mégaflore hein, sur le plan de Garganticar. Ça ne veut rien dire ce nom. Pour l'instant, mais bientôt. Chaque créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 2 gagne +2/+2. Et le chaos planaire fait qu'à chaque fois que le chaos s'ensuit, vous créez un jeton de créature 1/1 verte insecte avec le vol appelé Papillon. Eh ben, ça a l'air sympa, mais dans le deck, qu'est-ce qu'on en fait, mon ami? C'est ça, parce qu'il me semble qu'on avait calculé, il y a genre 5 créatures à 2 de mana et moins. C'est ça, c'est le passif est pas impactant dans le jeu. Le chaos, c'est une créature qu'on met, mais ça a pas, voilà, ça apporte rien dans le deck. Non, bon, il s'est trompé de deck peut-être, je ne sais pas. Ouais. Par contre, en dehors du deck, il défonce. Si tu fais un petit deck avec notamment jetons, deck jetons ou deck avec que des petites créatures, là c'est plutôt violent quand même. Clairement, c'est écrit jouer jetons quoi. Et du coup, en parlant de cartes qui se sont perdues dans le deck, venons à l'île du projet Jusant sur Dominaria, qui dit que quand on transplane vers l'île du projet Jusant ou au début de l'entretien, on peut créer, on n'a pas le choix, de créer 2 jetons 1/1 incolore slivoïdes. Et sur un jet de KO, les slivoïdes que vous contrôlez acquièrent la célérité et gagnent +X jusqu'à la fin du tour, X étant le nombre de slivoïdes que l'on contrôle. Ouais, il s'est perdu celui-là. Par contre, quel plan! Donc voilà, clairement dans le deck, je pense qu'on peut dire tout de suite hors sujet, hein, voilà, on le dit tout de suite. À la limite, il y a des jetons, donc ça peut être plutôt un peu marrant, tu peux t'amuser à jouer un peu avec les boosts, tout ça, d'accord, si tu veux. Mais, les decks slivoïdes avec, c'est une stupidité astronomique. Surtout que le chaos planaire, c'est quand même, attends, on va faire un coup de légion slivoïde, mais en plus avec la célérité. C'est ça. Okay. Et qu'on peut faire plus. Enfin, si on a de la chance, on peut relancer le dé dans le tour pour tenter de l'activer une deuxième fois. C'est horrible, quoi. Alors là, par contre, j'imagine que les joueurs de Slivoid, ils vont tous dire « ça vous dirait pas de jouer en pleine chaise ?» Non. Mais avec nos propres decks, non. Non, c'est en mode YOLO ou rien. Justement, c'est exactement l'une des raisons pour lesquelles je ne joue pas avec le mode traditionnel, personnellement, en pleine chaise. Je préfère le mode aléatoire, vraiment très aléatoire, pour éviter le côté trop stratégique. Parce que là, ça sent l'abus à plein nez. Hein. Bon, ça sent pas, hein. C'est l'abus à plein nez. Hein. Et enfin, on termine les nouveaux plans avec Towashi sur le plan de Kamigawa. Les créatures modifiées que vous contrôlez ont le piétinement, et à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur ou à un planeswalker, piochez une carte. Et le chaos planaire fait que vous répartissez 3 marqueurs +1/+1 entre 1, 2 ou 3 créatures ciblées que vous contrôlez. Voilà, on est revenu dans la mécanique du jeu, ça fait plaisir. Puisque créature modifiée, bingo. Mettre des marqueurs +1/+1, bingo. C'est un 10 sur 10, on en veut. Ouais, c'est parfait. J'ai rien à dire là, c'est vraiment parfait, c'est exactement ce qu'on veut pour le deck. Il y a même de la pioche, je dis finement, mais il y a aussi quand même de la pioche aussi, il y a tout. Et du coup, là, on passe aux plans qui ont déjà été édités dans des produits antécédents au deck qui sort. Et on a en premier le Bastion de Sankoto sur le plan d'Equilor, qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille, elle gagne la double initiative et la célérité. Et le chaos planaire fait qu'on va pouvoir exiler une créature non jeton ciblée qu'on contrôle et la renvoyer sur le champ de bataille.
Je déteste cette illustration, je tiens à le préciser tout de suite. Je suis pas bien quand je la regarde. Des petites vibes un peu obscures, effectivement. Ouais, je suis pas très fan. Mais en dehors de ça, par contre, double initiative, célérité aux créatures qui arrivent en jeu. Ok. Absolument pas de choses inquiétantes là, hein, donc... Non, c'est vraiment très fort dans le mode aggro. Et puis derrière, le chaos planaire qui synergise avec sa première capacité. Là-dessus, il y a aussi le côté que ça va synergiser dans le deck ici avec les mains fortes. C'est vraiment ce côté où, ah bah super, je vais pouvoir redonner la main forte à une autre créature. Après, ça se fait au détriment des marqueurs que la créature a pu gagner, celle que vous allez exiler. Mais bon, il faut... C'est un plan de bourrin, quoi, le bastion. C'est un vrai plan de bourrin. Un peu. Un peu beaucoup. Le plan suivant n'est pas un plan, donc c'est un phénomène. C'est l'éther chaotique. Pour rappel, les phénomènes, en fait, en gros, vous allez tomber dessus. Quand vous les rencontrez, vous allez simplement résoudre la carte et ensuite transplaner vers le plan suivant. Donc voilà, c'est comme un éphémère ou un rituel, c'est juste temporaire, en fait. Et ici, en fait, l'éther chaotique dit que quand vous le rencontrez, chaque lancer vierge du dé planaire est un lancer de chaos planaire jusqu'à ce qu'un joueur se transplane depuis un plan. Et ben... un phénomène qui fait que, avec le bon plan qui arrive derrière, ça peut vite être idiot, parce que comme tu le disais, d'habitude c'est une chance sur 6 de faire KO. Là, ça devient 5 chances sur 6. Les effets KO en général, c'est pas les plus gentils. Bon chance. Ouais, et là malheureusement c'est la fois où tu te retrouves avec éther chaotique qui t'enchaîne sur un plan où le chaos planaire te fait mal, parce que oui, il y a des plans comme ça. Et tu te dis, ah merde. On va pas bouger en fait, hein. On va pas lancer le dé. Hein. Ensuite, du coup, nous avons le bosquet des causes de rêve sur le plan de Fabassin, qui dit que quand on transplane du coup vers le bosquet ou au début de l'entretien, on va pouvoir révéler les cartes du dessus de notre bibliothèque jusqu'à ce qu'on révèle une créature. On la mettra en jeu et le reste sous la bibliothèque aléatoirement. Et le jet de KO indique qu'on pourra renvoyer sur le champ de bataille une créature ciblée depuis notre cimetière. Waouh. Il est fort celui-là, il est vraiment très fort. En plus, comme on est un jeu où il y a beaucoup de créatures et que les créatures synergisent pas mal entre elles, en fait ça fonctionne très bien dans ce deck-ci. Après, c'est vraiment pas un plan où on a envie que les adversaires restent trop longtemps dessus. Bizarrement. Bon, c'est un plan très linéaire, mais très efficace, quoi. On va mettre des créatures en jeu, d'où qu'elles viennent. Voilà, c'est ça. Fait. Le plan suivant réédité, c'est Jund, sur le plan d'Alara. À chaque fois qu'un joueur lance un sort de créature qui est noir, rouge ou vert, il acquiert dévorement 5, c'est-à-dire que quand la créature arrive sur le champ de bataille, son contrôleur peut sacrifier n'importe quel nombre de créatures pour qu'elle arrive avec 5 fois ce nombre de marqueurs, plus 1 sur elle. Et le chaos planaire crée 2 jetons de gobelins 1-1. Et c'est quand même la blague, c'est qu'on est dans un deck Naya, donc blanc, rouge, vert, et on a le plan de Jund dans le deck. Oui, c'est les plans, depuis tout à l'heure, les plans qui sont perdus dans le deck. C'est une thématique a priori. Effectivement, après, ils ont raté le coup. Pas vraiment perdu. Hein. Non, voilà. Faut pas se cacher que c'est quand même pas non plus un mauvais plan dans le deck. Ouais, tout le côté intéressant en fait, c'est le dévorement 5 où juste si vous avez une créature qui vous sert plus à rien, t'as une créature qui a avec 5 marqueurs plus 1 sur elle, c'est assez fort. Hein. Pour avoir déjà joué avec, c'est un peu con comme plan. Remplacer des pauvres 1 qui servent plus par une 10-10, oui, on dit pas non. Ouais, c'est pas mal. Et ensuite, le dernier plan du coup du deck, ce sera les contreforts de Karacha sur le plan de Mongseng, qui dit que je crois qu'une créature que l'on contrôle attaque un joueur. Pour chaque autre adversaire, on peut créer un jeton qui est une copie de la créature engagée et attaquant contre cet adversaire, et le jeton sera bien sûr exilé à la prochaine étape de fin. Et le jet planaire nous dit que nous pouvons sacrifier n'importe quel nombre de créatures, et si on fait ainsi, les contreforts de Karacha infligent autant de blessures à une créature ciblée. Ok, on va être honnête tout de suite, hein, dans le deck c'est très fort. Encore une fois, c'est la création de copies à l'attaque, comme une certaine maîtresse qu'on a vue un peu plus tôt. Mais alors voilà, c'est de la myriade en fait. On est carrément sur de la myriade.
C'est un peu le... C'est un peu le principe, sauf que derrière, elles sont sacrifiées au début de l'étape de fin, et non pas au début de la fin du combat. C'est ça. Donc voilà, ça fait une grosse différence, et du coup, ce qui fait que le chaos planaire, techniquement, il est pertinent à cause de ça. Parce que tu peux sacrifier les copies que tu as créées, en fait, de tes créatures, grâce au chaos planaire, pour mettre des blessures à une créature adverse. Ou alors, tu transplanes sur Jund juste après avoir attaqué avec les contreforts. Et... Oui, aussi, oui, ça peut fonctionner. Si on aligne les planètes, ça passe. C'est ça, un gros alignement là par contre. Mais ouais, c'est fort, hein. Ça sera pas aussi mécanique dans le deck que d'autres plans qu'on a vus, mais il fait partie quand même des bons plans du deck. Clairement, la main forte qu'on va doubler, tripler, quadrupler. Petit bilan. Non. Un petit bilan de ce deck, du coup, main forte. J'ai envie de dire bien. C'est fort. Je sais pas, le deck me paraît bien. Honnêtement, on a cherché, on n'a pas vraiment trouvé de défaut au deck. Hein. Non, il fait ce qu'il fait bien, du coup. Est-ce qu'il pourrait le faire mieux? Alors, comme tous les préconstruits, oui. Ça, c'est pas un deck qui vous fait dire je vais rouler sur tous mes copains qui ont des decks construits. Mais clairement, surtout après l'analyse du deck précédent, on est sur un bon deck quand même. La mécanique marche très très bien, c'est agressif. La main forte permet de rentabiliser des créatures qui étaient là un peu dans la curve finalement, puisque quand on va jouer une main forte tour 4, tour 5, elle va pouvoir booster la créature qui était là au tour d'avant. Donc très très bien, et bien supporté, ça fait plaisir parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, le deck supporte très bien sa mécanique. Il y a peu de cartes qui sont vraiment mais ou hors sujet. Oh, il y en a quelques-unes, hein, bien sûr, mais ou alors on se dit ouais, c'est vraiment pas assez intéressant. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les deux commandants ils vont dans la même direction aussi. On a ce côté très cohérent autour des marqueurs. Là où sur sur les autres decks qu'on a analysés avant, ils étaient un petit peu plus ouais, ça va pas vraiment dans la même direction, quoi. Là, on est un peu plus cohérent, et du coup, tout le deck est cohérent parce qu'il fonctionne très bien avec les deux commandants. Moi, honnêtement, je suis bluffé, hein. Je trouve que le deck est très synergique en général. Ouais, c'est assez rare qu'on puisse interchanger les deux généraux sans rien changer au reste du deck et se dire ça marchera pareil. C'est assez rare, et ça, celui-là, il le fait. On verra pas la différence. Les marqueurs plus 1 plus 1 auront le même effet, non, mais en tout cas auront le même impact sur la puissance du général. Ça, c'est déjà une bonne surprise. Ouais, c'est très bien, très très bien. De manière générale, je suis assez content, moi, du deck. Hein. Il est bien fait. Le seul gros problème, comme d'habitude, c'est la mana base. Oui, mais ça, est-ce que c'est un problème, puisque c'est ça dans tous les decks finalement, donc c'est ça. Le tricolore Wizard, il a du mal. Hein. Voilà, la mana base est quand même relativement lente. Alors après, le deck est pas non plus une foudre de guerre. Hein. C'est pas un deck extrêmement rapide. Le pic, il est à 3 mana. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de cartes qui sont importantes à mettre en place en début de game rapidement. Et c'est vrai que le fait d'avoir tous ces terrains qui arrivent engagés de manière récurrente, même s'il y en a qui apportent des bons avantages en fait au deck, à une bonne stabilité, c'est vrai qu'on va peut-être préférer les remplacer par des versions un petit peu plus punchy, quoi. Des trucs on est sûr au moins qu'ils arrivent dégagés. C'est ça, Après, c'est toujours le problème du tricolore. La mana base, faut pas qu'elle fasse trop de budget, sinon on a ailleurs des mauvaises cartes. Ouais. Et ouais. Du coup, voilà. Un bon deck. Si vous aimez agresser, si vous aimez les marqueurs, allez-y. Et puis en plus, il exploite une mécanique. Ouais, si vous aimez Naya, tout ça. Et puis ouais, mine de rien, vous pouvez encore le renforcer, ne serait-ce qu'avec les cartes de l'édition. Mais bon, ça sera pour les 20 in, 20 out qui vont sortir dès qu'on aura analysé tous les decks sur la chaîne. Donc voilà, j'espère que vous apprécierez les améliorations proposées par Emric et les autres. Et il paraît que t'as taffé dessus d'ailleurs. J'ai soumis des idées. Je verrai si elles font le cut ou si c'est le cas de le dire. Ok. Écoute, on attend tout ça impatiemment. Les gens, si vous avez des commentaires à faire sur ce deck,
et que vous dites oui non je suis pas d'accord, il y a aussi d'autres cartes qui sont sympas, j'ai pu tester le deck, alors j'espère pas au moment où la vidéo va sortir parce que ça voudrait dire que vous l'avez en avance, et what? Donc bon, mais dès que vous aurez pu le tester, si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas à les faire ici en commentaire, et sinon, bah on attend impatiemment de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Voilà, salut à tous! À bientôt!